À la une de cette édition, le sud-est des États-Unis touché de plein fouet par l'ouragan Michael. Il se renforce d'heure en heure. Un homme est mort en Floride. Plus de 2 millions de personnes ont-elles reçu l'ordre d'évacuer. Le sommet de la francophonie à Yerevan, Emmanuel Macron est sur place. Son discours est prévu pour demain matin. L'Arménie, un pays où la langue de Molière est de plus en plus populaire. À suivre le reportage de nos envoyés spéciaux à l'école Anatole France. Et puis la Turquie dévoile des images de vidéosurveillance du consulat saoudien d'Istanbul. C'est là que le journaliste Jamal Khashoggi a disparu le 2 octobre dernier. Là aussi qu'il aurait été tué selon plusieurs sources. Voilà donc pour les titres. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Des vents soufflant à plus de 250 km/h et des pluies diluviennes. Michael balaie actuellement plusieurs États américains, dont la Floride. Sur place, je vous le disais, un homme est mort. Il a été tué par la chute d'un arbre. Image commentée par Axel Simon. L'œil du puissant ouragan Michael s'est abattu sur la Floride. Vers 13h, heure locale, mercredi, il a charrié des vents pouvant aller jusqu'à 250 km/h et des pluies torrentielles. L'ouragan a été élevé en catégorie 4 mercredi, après avoir gagné en puissance au-dessus des eaux plus chaudes du golfe du Mexique. Plus de 2 millions de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer en Floride sur des centaines de kilomètres de côte. Comme beaucoup de villes, la capitale de l'État, Tallahassee, est devenue une ville fantôme. Et maintenant, il est trop tard pour fuir. La pire chose que vous puissiez faire maintenant est de partir et de mettre votre famille en danger. Nous sommes maintenant mobilisés sur les dégâts qui seront causés et sur la reconstruction. Le centre des ouragans qualifie Michael d'extrêmement dangereux et précise qu'il pourrait avoir des conséquences meurtrières. Après les côtes nord-est de la Floride, l'ouragan poursuit sa route à l'intérieur des terres, avec une remontée vers la côte atlantique en passant par les États de l'Alabama, de Géorgie, de Caroline et de Virginie. L'état d'urgence a été déclaré localement dans 35 comtés par le gouverneur de l'État. Il l'a été aussi sur l'ensemble de la Floride par Donald Trump, ce qui permet de débloquer une aide fédérale. Une aide fédérale qui sera la bienvenue donc en Floride. L'ouragan Michael devrait y faire des dégâts humains et matériels considérables. Écoutez les précisions de notre correspondant Edward Haywood. Ça fait plus de 100 ans qu'un ouragan de cette taille n'avait touché les côtes nord-ouest de la Floride. Donc maintenant, l'ouragan est arrivé sur les côtes, il a commencé à se lancer dans les terres. Et comme vous avez peut-être vu sur les images sont terribles. Mexico Beach, la ville où il est arrivé pour la première fois sur Terre, est totalement inondée. L'eau est montée au niveau des toits. On a pu voir des images amateurs sur Internet qui montrent que la ville est totalement ravagée en l'espace de quelques heures. Donc cette ville sera maintenant bloquée, on ne peut plus y accéder, les secours ne pourront plus y accéder. Et c'est maintenant au tour de la pluie de s'abattre sur ces villes-là. On en vient à ces inondations meurtrières à Majorque, en Espagne. Selon un dernier bilan, au moins 10 personnes ayant perdu la vie, 7 Espagnols, 2 Britanniques et une Néerlandaise. Vous découvrez ces images spectaculaires. Un enfant est lui toujours porté disparu. Sur place, ce sont plus de 220 litres de pluie qui sont tombés par mètre carré. Emmanuel Macron est arrivé à Yerevan, qui accueille jusqu'à vendredi le sommet de la francophonie. Le président français prononcera son discours jeudi matin à 9h. Discours que vous pourrez suivre en direct sur France 24. L'Arménie, un pays où le français prend chaque jour une place grandissante. Parfait exemple, l'école Anatole France. En une année, l'établissement a vu bondir ses effectifs de 30% et à la clé pour les 235 élèves, un double diplôme arménien et bien sûr français. Reportage à Chren-Verdian avec Natalia Ruiz-Giraldo. Chaque matin, c'est un rituel pour Liana. Écouter les informations sur RFI au cours du petit déjeuner. Un exercice qui lui a permis de rapidement progresser en français, à la surprise de ses propres parents qui n'en parlent pas un mot. Une passion qu'elle cultive depuis l'enfance. Initiée par un professeur d'école, elle est depuis fascinée par la richesse et la musicalité de la langue française. C'est un livre grâce auquel j'ai découvert la littérature française pour moi. Ici est présenté presque la plupart des classiques de la littérature française, Balzac, Hugo, Guillaume Apollinaire.
Liana partage sa passion de la langue avec ses camarades de l'Université française d'Arménie. Pour elle, parler français symbolise aussi une ouverture sur le monde. Ça me donne aussi beaucoup d'opportunités. Par exemple, j'étais bénévole pendant les forums d'affaires français et c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses concernant l'économie, le monde du travail, etc. C'est parce que le français est une langue d'avenir que Liana et ses amis étudient ici à l'Université française d'Arménie. Sommet de la francophonie oblige, il n'y a pas cours cette semaine. Les étudiants ont été réquisitionnés par les autorités pour accompagner les délégations venues du monde entier. Mais en temps normal, ils sont plus d'un millier à apprendre ici l'informatique, le marketing ou encore la finance. À travers l'éducation universitaire française, on travaille la notion de l'analyse, la notion de la synthèse, la notion de l'esprit critique. Les taux d'insertion sont élevés parce que je pense qu'on a beaucoup de qualité à travers le diplôme qui est fait ici, qui est un diplôme arménien et un diplôme français. À l'UFAR, on encourage aussi l'expression artistique. À l'occasion du sommet de la francophonie, les étudiants de l'université ont monté une comédie musicale en français. La langue française séduit de plus en plus de personnes en Arménie, notamment parmi les jeunes. Sur 300 000 élèves arméniens, 40 000 apprennent le français dans le cadre de leur cursus scolaire. Et à l'occasion de ce sommet de la francophonie à Yerevan, le Premier ministre arménien a accordé une interview exclusive à France 24. Nikol Pachinian qui a réitéré sa volonté de démissionner. Il a d'ailleurs donné des précisions sur la date des futures élections. On l'écoute. Les élections anticipées devront se tenir autour du 9-10 décembre, à 1 ou 2 jours près. Elles se tiendront dans ce laps de temps. Et de ce fait, il faudra que je donne ma démission d'ici le 16 octobre. Un entretien réalisé par Marc Perelman, il est à découvrir en intégralité sur France 24 ce jeudi matin. Ce sera dès 8h45. En France, pas de remaniement gouvernemental avant ce vendredi. En coulisses, les tensions sont fortes entre le Premier ministre Édouard Philippe et le chef de l'État Emmanuel Macron. Les deux hommes, vous le voyez sur ces images, ont participé au Conseil des ministres ce mercredi. Pour Guillaume Pelletier des Républicains, l'exécutif montre actuellement des signes de fragilité. Écoutez. Bien sûr que tout cela symbolise une immense fébrilité au sommet de l'État. Avec une succession de couacs et une incapacité à tracer un cap. On se demande si la France a toujours un capitaine. Et je le répète, nous vivons sous la menace terroriste. Les mots ont un sens. Mais qu'est-il arrivé à Jamal Khashoggi 8 jours après sa disparition? Le mystère demeure. Ce mercredi, une chaîne de télévision turque a diffusé des images de vidéosurveillance. Elle montre le journaliste entrer dans le consulat saoudien d'Istanbul. On voit aussi sur ces images les hommes soupçonnés de l'avoir enlevé, voire tué. Le récit d'Inès Olagaray. Sur ces images diffusées par une chaîne turque, Jamal Khashoggi pénètre dans le consulat saoudien d'Istanbul. Derrière lui, on aperçoit une camionnette noire garée à proximité. Sur ces autres images, quelques heures plus tard, un véhicule similaire entre dans la résidence diplomatique pour repartir ensuite vers la maison du consul. Selon la police turque, le journaliste saoudien n'est jamais ressorti du consulat. Elle affirme qu'un groupe de 15 Saoudiens a fait l'aller et retour à Istanbul pour se rendre au consulat le jour même de la disparition du journaliste. Ce serait ici leur avion privé, sur le tarmac de l'aéroport d'Istanbul. Avec ces nouvelles vidéos, les médias se demandent désormais si Jamal Khashoggi n'a pas été enlevé puis ramené de force dans son pays. Le journaliste saoudien est connu pour ses critiques envers Riyad. D'après le Washington Post, les services de renseignements américains auraient intercepté des communications entre responsables saoudiens évoquant son enlèvement quelques jours avant sa disparition. J'exclus la possibilité que le gouvernement se soit débarrassé de lui. Pour la simple et bonne raison qu'il est un fils du royaume saoudien, un ami de la famille royale, et qu'il n'a rien fait qui mérite qu'on le tue. L'Arabie saoudite nie catégoriquement la thèse de l'assassinat et affirme que Jamal Khashoggi est bien ressorti du consulat. Mardi, les autorités turques ont obtenu l'autorisation d'inspecter les locaux, mais cette fouille n'a pas encore eu lieu.
Et cette affaire Khashoggi a fait réagir Donald Trump. Le président américain a demandé des réponses à Riyad, allié, vous le savez, de Washington. Le président américain qui veut aussi inviter la femme du journaliste saoudien à la Maison-Blanche. Écoutez. Sa femme nous a écrit une lettre, à moi et à ma femme. Nous sommes en contact avec elle maintenant. On veut la faire venir à la Maison-Blanche. C'est une situation très triste, une mauvaise situation. Mais on va trouver une solution. L'opposition dénonce un assassinat politique, simple suicide, lui répond le ministre de l'Intérieur au Venezuela. Le cas de Fernando Albán divise. L'opposant retrouvé mort vendredi dernier a été enterré à Caracas, la capitale. Des funérailles sous le regard de centaines de ses partisans. Antoine Fenot. Couvert par le drapeau vénézuélien, le cercueil de Fernando Albán est salué par ses proches et ses amis. Dans les jardins du Parlement, seule institution tenue par l'opposition, ils étaient des dizaines rassemblés pour rendre hommage à cet opposant. Le pays s'effondre et en plus de la tragédie sociale et économique que vit la majorité des Vénézuéliens, nous sommes ici pour voir un collègue jeté du 10e étage de l'immeuble de la police politique. Et le gouvernement affirme que c'est un suicide. Selon le ministre de l'Intérieur, Fernando Albán, incarcéré vendredi, s'est défenestré après avoir demandé à aller aux toilettes. Membre du parti d'opposition Primero Justicia, ce conseiller municipal était accusé d'avoir participé à une attaque présumée au drone explosif au mois d'août dernier contre le président Nicolás Maduro. L'opposition dénonce une mise en scène et parle d'un assassinat politique. Depuis sa mort, les réactions se sont multipliées. Nous appelons à une enquête indépendante et transparente pour clarifier les circonstances de sa mort. Il y a des informations contradictoires sur ce qui s'est passé précisément. En 2017, un autre membre du parti Primero Justicia a trouvé la mort à l'hôpital après avoir été victime d'un AVC dans la prison où il était détenu par les services de renseignement. Selon le décompte de l'ONG vénézuélienne Foro Penal, le Venezuela compterait 236 prisonniers politiques. La déclaration choc du pape François sur l'IVG, il assure l'avortement, c'est comme, je cite, avoir recours à un tueur à gages pour résoudre un problème. Il y a 2 ans, le souverain pontife l'avait déjà qualifié de crime. On écoute. Est-il juste d'éliminer une vie humaine pour résoudre un problème? Ce n'est pas juste. Se débarrasser d'un être humain parce qu'il est petit, c'est comme avoir recours à un tueur à gages pour résoudre un problème. Direction à présent la future zone démilitarisée d'Idleb, dernier bastion des rebelles syriens, une zone conquistée ce mercredi. Les groupes insurgés avec leurs armes lourdes, c'était la date butoir, le fruit bien sûr d'un accord conclu entre la Turquie et la Russie. Inès Olagaray, Axel Simon. Font marche arrière et les armes lourdes sont à l'arrêt. Ces rebelles du Front national de libération respectent l'ultimatum imposé par la Russie et la Turquie pour évacuer la future zone démilitarisée autour d'Idleb, le dernier bastion des insurgés. Conformément à l'accord, nous avons retiré les armes lourdes, l'artillerie, les chars et les véhicules de la zone démilitarisée. Un retrait confirmé par Ankara par la voix de son ministère de la Défense. L'offensive des forces du régime sur Idleb est suspendue, mais elle ne pourra pas forcément être évitée. Car il faut encore que tous les djihadistes évacuent avant lundi prochain. Les termes de cet accord signé le 17 septembre ont été négociés par la Russie, alliée de Damas, et la Turquie, soutien des rebelles. Il prévoit la création d'une zone démilitarisée de 15 à 20 km de large dans le nord de la Syrie, composée de la province d'Idleb et d'une partie des provinces voisines de Hama et Alep. Depuis plusieurs mois, les Nations Unies redoutent une vaste offensive de l'armée syrienne et de son allié russe, menaçant la vie de 3 millions d'habitants de la province d'Idleb. Il doit y avoir des moyens de régler ce problème pour que dans les prochains mois, Idleb ne se transforme pas en la pire catastrophe humanitaire de tout le XXIe siècle. Une inquiétude loin d'être totalement apaisée. Dimanche, le président syrien Bachar al-Assad a insisté sur le fait que l'accord était temporaire
et que la province d'Idleb et ses alentours reviendraient à terme sous le contrôle du régime. Voilà pour l'essentiel. Prochain journal, c'est dans 15 minutes sur France 24. À tout à l'heure.